bienvenue dans le cadre de ce webinaire organisé à l'initiative de la DRV. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue. Je suis heureux que vous soyez nombreux à vous être inscrits, ce qui montre un véritable intérêt pour les services qu'offre l'université à sa communauté, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs. Je pense qu'on a vraiment un intérêt mutuel à développer ce genre d'initiative qui permet à la fois de développer l'interconnaissance et puis le niveau d'information aussi sur les services à la fois de l'UPEC et puis de ses partenaires. Et je voudrais saluer ici la présence de la SAT Erganeo à travers la personne de Florence Gombert qui nous fait l'amitié de sa présence pour venir exposer les différentes offres de services de la SAT avec laquelle nous travaillons vraiment en excellente intelligence et en étroite symbiose. Quelques mots pour dire que la question des financements de la recherche, elle est évidemment cruciale. On la retrouve à plein de niveaux. On la retrouve par rapport aux innovations, par rapport aux manifestations scientifiques. On la retrouve par rapport aux publications. Il y a des enjeux très importants dans de nombreux domaines. Je participais hier à une réunion de la CPU sur la question des publications. Et on se faisait l'observation au sein de la CPU que les abonnements aux revues devenaient gratuits, mais que les APC commençaient à se généraliser et qu'on faisait payer finalement les laboratoires plutôt que les établissements. Donc on voit qu'il y a énormément de réflexions sur les modalités de financement de la recherche. Alors aujourd'hui, ce n'est pas exactement cette question qui est au cœur du sujet, vous l'avez compris. Il est question ici de réfléchir aux modalités de financement pour booster l'innovation. Nous avons différents leviers qui sont offerts à la communauté. Nous avons bien sûr des dispositifs internes de financement. Nous nous sommes rendus compte qu'un grand nombre des aspects de ces dispositifs étaient mal connus par la communauté des chercheurs et des chercheuses de l'UPEC. On s'en est rendu compte à travers notamment les candidatures aux différents AO internes. Donc, il s'est ressenti le besoin peut-être de repréciser les choses, d'apporter des éclairages renouvelés. On a également des liens avec la SAT Erganeo qui pourraient être évidemment développés, renforcés. Il y a une très grande expertise au sein de la SAT et je dirais que la SAT, dans sa nouvelle configuration, a énormément d'ambition. Et que c'est l'occasion aussi pour la communauté de l'UPEC de mieux connaître les éléments des services qu'elle propose. Et puis, côté UPEC, nous avons vraiment une grosse montée en puissance de la DRV qui correspond à une volonté de l'équipe politique affirmée depuis 2 ans, même s'il a fallu attendre 1 an pour la concrétiser, puisque nous avons monté un pôle UPEC Transfert Innovation, recruté Monica Henao pour piloter ce pôle, le pôle transfert et innovation. Et l'UPEC aussi, de son côté, offre de nouveaux services, distincts de ceux de la SAT, sur un périmètre différent, mais avec la même philosophie, aider la communauté, être innovant, vous accompagner au plus près. Et c'est l'occasion dans ce webinaire, justement, de vous communiquer des éléments d'information. Merci donc encore à toutes et tous de votre présence. Merci Monica pour cette initiative. Merci Simon. Je vais donner la parole à présent à Anna Goichman, directrice de la recherche et de la valorisation de l'Université Paris-Est Créteil. Merci Monica, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Ça fait plaisir, voilà, même à distance, ça fait plaisir de se retrouver. Alors, je vais présenter rapidement l'émission de la DRV, hein. C'est pas l'objet de ce webinaire. Rapidement, on a 5 missions principales. Bien sûr, nous sommes au service de la stratégie de recherche portée par l'UPEC et son équipe politique, et nous sommes là pour la décliner en actions opérationnelles. Au quotidien, nos usagers en fait, vous êtes nos usagers, hein, les enseignants-chercheurs, les laboratoires. Donc, on vous accompagne aussi bien dans la vie institutionnelle de vos unités, tout ce qui est conventionnement avec les grands organismes, par exemple, le suivi des dotations, des crédits récurrents. On anime les instances de la recherche, la commission d'évaluation, la commission de la recherche.
On est également présent pour vous accompagner à monter vos projets, pour obtenir des financements. Donc, c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. On va développer, quand on le pourra, la détection sur le terrain. On est également là, donc c'est une de nos missions, hein, d'assurer la protection et la valorisation donc de la propriété intellectuelle et des innovations. Et effectivement, en rouge, développer l'activité de transfert et d'innovation qui était déjà présente en fait à l'UPEC. Mais là, on veut vraiment la développer, d'où le recrutement de Monica. On a actuellement une stagiaire également, Nathalie, qui nous aide. Et l'idée, c'est qu'on puisse petit à petit faire monter cette activité en puissance. La DRV, aujourd'hui, ce sont 17 personnes organisées en 4 pôles. Donc, le pôle structuration stratégie scientifique, dont le responsable est Lionel, qui va intervenir juste après. Le pôle ingénierie de projet, dont le responsable est Jacques-Olivier Adam, donc qui est vraiment là pour vous aider à monter vos projets et à les suivre administrativement et financièrement. Le pôle financier, qui vous permet de dépenser en fait vos dépenses sur contrat, mais aussi qui est là pour réaliser les bilans financiers, les liens avec les financeurs. Et puis donc le pôle transfert innovation, effectivement, qui vient d'être lancé. Pour terminer, quelques indicateurs en progression qui montrent que voilà, on est sur une trajectoire positive. Quelques données, hein, par exemple le nombre de contrats qui sont en gestion, donc avec une forte augmentation depuis 2018. Alors 2021, là, on vous a indiqué le prévisionnel, mais on remarque quand même plus de 25% d'augmentation entre 2018 et 2020 sur le nombre de projets. Sur les enveloppes gérées, cette année, on va être à un record hein, qui est estimé à 10 millions d'euros. Donc c'est très positif. On a également une augmentation de l'investissement accordé par l'établissement à la politique scientifique. Alors les données là qui sont données, plus 11% d'augmentation, correspondent aux données hors investissement. Mais Lionel va vous détailler un petit peu tout ça. Et puis, en termes de valorisation, quelques données alors, qui vont être complétées, bien sûr, par la Saterganeo, mais qui montrent notre dynamisme aussi bien en dépôt de propriété intellectuelle, en projets qui ont été maturés et qui sont en cours de maturation, des licences d'exploitation et puis au final 2 startups créées, puisque c'est aussi l'objet, je dirais, du transfert de technologie. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation un petit peu succincte. On sera disponible pour des questions à l'issue des autres présentations. Voilà, je passe la parole à Lionel. Alors, bonjour à tous. Bonjour Lionel. Bonjour Monica, tu peux passer à la slide suivante, pardon. Voilà, donc je vais vous présenter les dispositifs internes qui vous permettent de financer certains types de projets de recherche. Donc il y en a 5, globalement les 5 principaux. Donc l'appel d'offres investissement, l'appel d'offres bonus qualité recherche, l'appel d'offres postdoctorat, l'appel d'offres traduction relecture et le RNA recherche. À la fin de cette présentation, je vous rappellerai également un calendrier, le calendrier avec les différentes dates importantes. On envoie les lettres de lancement de ces différents appels d'offres au directeur de laboratoire qui le communique aux différents enseignants-chercheurs qui composent son unité de recherche. Et c'est vrai que c'est important d'avoir ces dates en tête parce que ça va vous permettre de rentrer dans les délais de réponse à ces appels d'offres internes. On peut passer à la slide suivante. Merci Monica. Alors le premier, c'est l'appel d'offres investissement. Donc l'appel d'offres investissement, tout comme l'appel d'offres BQR, se compose généralement en 2 vagues. Approximativement, chaque vague fait plus ou moins 1 million d'euros. La première vague se lance en septembre, donc au tout début de l'année universitaire.
La seconde vague se lance traditionnellement en avril-mai. Donc actuellement, la seconde vague ne devrait pas tarder à être lancée. Actuellement, et sans entrer dans le détail, il y a une réflexion qui se fait actuellement en équipe politique sur la modification de la structure de cet appel d'offres. Donc là, vous serez très rapidement mis au courant une fois que l'équipe politique se sera concertée et aura décidé des modalités de financement de ce second appel d'offres. Vous serez directement mis au courant. Alors cet appel d'offres investissement, donc très pratiquement en fait le lancement se fait donc par la direction de la recherche. Les directeurs de laboratoire et les directeurs de composantes reçoivent un mail leur indiquant que l'appel d'offres investissement est lancé. Les laboratoires, ils communiquent ça aux différents directeurs de labo. Les laboratoires montent les dossiers. Les composantes vont examiner ces dossiers et vont les classer. Et enfin, cela va passer en commission d'évaluation qui va analyser l'ensemble de ces dossiers et faire une proposition à la commission recherche pour vote. On peut passer à la slide suivante. Merci Monica. Alors, donc, je vous le disais, tout comme l'appel d'offres investissement, l'appel d'offres bonus qualité recherche se décline en 2 vagues sur 2 périodes d'exécution bien distinctes. Donc, la première vague est lancée en septembre. La période est plus ou moins équivalente donc à l'appel d'offres, à la première vague de l'appel d'offres investissement. Elle est lancée en septembre et sa période d'exécution s'étale de janvier à août. Donc c'est annuel. La période d'exécution, donc c'est bien, je pense que c'est clair, mais c'est bien la période au cours de laquelle vos projets de recherche seront exécutés. La seconde vague, le lancement est généralement vers février pour une période d'exécution qui s'étale de septembre à décembre. Alors le volume de l'enveloppe cette année était de 180 000 €. J'ai malgré tout indiqué données 2021 parce que ce volume peut varier, généralement à la hausse. En tout cas, ces dernières années, il était à la hausse. Et il se décline en 2 types d'axes, ce qu'on pourrait appeler les dossiers classiques et les dossiers axes stratégiques. Donc les dossiers classiques permettent de financer tout type de projet, manifestations scientifiques, colloques, etc. Et c'est totalement libre. C'est-à-dire que vous remettez après le lancement, vous nous envoyez votre dossier, c'est totalement libre. Vous pouvez faire une demande de financement pour tout type de manifestations scientifiques ou pour tout type de projet. Et puis il y a les dossiers axes stratégiques pour lesquels une part de l'enveloppe de 50 000 € est fléchée. Et ces projets axes stratégiques, en fait, s'inscrivent donc dans les axes stratégiques de l'établissement. L'objectif, bien sûr, c'est pas de restreindre votre liberté de recherche, mais c'est d'essayer d'orienter en quelque sorte vos projets de recherche dans les axes stratégiques de l'établissement pour essayer de les développer. Enfin, les règles d'éligibilité. Si vous avez des questions, bien sûr, après il y aura un temps de réponse. Enfin, les règles d'éligibilité, il est plus facile de parler plutôt des règles d'inéligibilité de cet AO qui est relativement ouvert et qui concerne en fait les règles d'inéligibilité, donc tout ce qui est les dossiers qui sont uniquement personnels ou les projets de recherche personnels, par exemple la préparation d'une habilitation à diriger des recherches n'est pas éligible, le soutien au doctorat n'est pas éligible, les demandes de relecture ou traduction d'articles ne sont pas éligibles, nous le verrons juste après, cela fait l'objet d'un appel d'offres distinct et spécifique. Et enfin, les demandes qui concernent le soutien à la publication, qui sont parfois demandées par les éditeurs, ne sont pas éligibles non plus. Globalement, tout autre type de demande est éligible à cet appel d'offres. Et la lettre de lancement qui est envoyée donc au début de chaque vague contient toutes les règles qui sont nécessaires pour répondre à cet appel. On peut passer à la slide suivante, Monica. Alors là, au postdoctorat, donc 3e appel d'offres interne. Donc l'UPEC finance 4 contrats postdoctoraux par an. Elle en finance 4 depuis l'année dernière. Avant, l'UPEC en finançait 3. Le lancement est en octobre pour une prise de fonction au 1er octobre de l'année suivante.
Et enfin, ici, les règles d'éligibilité. Donc, tout enseignant-chercheur qui exerce dans un laboratoire sous la tutelle de l'UPEC peut déposer un dossier. Et les règles d'éligibilité concernent en fait plus particulièrement le candidat, donc bien évidemment qui doit être titulaire d'un diplôme de doctorat ou fournir une preuve qu'il sera docteur à la date du début du postdoc. Et son directeur de thèse ne doit pas être membre de l'unité de recherche au sein de laquelle se déroulera le postdoc, ni d'une autre unité de recherche de l'UPEC. Ce sont les règles essentielles. Et encore une fois, donc lancement en octobre, prise de fonction au 1er octobre de l'année suivante. Il y a quelques marges qui sont possibles, évidemment, en ce qui concerne le début de la prise de fonction, en fonction de la situation personnelle du candidat, s'il est à l'étranger, donc il y a des marges de manœuvre. On peut passer à la slide suivante, Monica. Alors, comme je vous le disais, donc l'appel d'offres traduction-relecture, donc cet appel d'offres complète l'offre des dispositifs internes de financement. Donc ça permet de financer prioritairement des travaux de relecture, de révision et éventuellement des travaux de traduction. Le volume qui est traditionnellement octroyé à cet appel d'offres est de 5 000 € par an. Bien qu'encore une fois, il existe également des marges. Si on dépasse cette enveloppe, il est possible de basculer par exemple sur l'enveloppe BQR si jamais, si c'est nécessaire. Alors, contrairement aux autres appels d'offres, cet appel d'offres traduction-relecture ne dispose pas d'un calendrier spécifique. Vous pouvez candidater au fil de l'eau. Donc ici, vous pouvez me contacter directement la DRV via l'adresse classique direction-recherche. Et vos candidatures seront soumises en fait à la commission d'évaluation, à la commission recherche qui suivent. Il n'y a pas de calendrier spécifique donc pour cet appel d'offres. Vous pouvez candidater quand vous le souhaitez. Les règles d'éligibilité. Ah. Pas de souci, Monica. Est-ce que tu peux revenir juste en arrière, s'il te plaît? Oui, oui. Voilà, très bien. Les règles d'éligibilité, donc ici, en fait, peuvent se porter candidat à l'appel d'offres tout enseignant-chercheur exerçant dans un laboratoire sous la tutelle de l'UPEC. Et l'octroi du financement est conditionné au respect de la charte de signature, la charte de signature UPEC, pardon. Alors enfin, on peut passer à la dernière slide. Voilà, merci. Et enfin, le RNA Recherche. Donc la loi permet aux universités d'accorder à leur personnel des équivalences horaires au titre de diverses activités inscrites au référentiel national des équivalences horaires. C'est ce qu'on appelle donc le RNA Recherche. Donc vous voyez ci-dessous en fait un tableau qui comprend les différentes catégories au titre desquelles les enseignants-chercheurs peuvent demander l'équivalent d'une décharge horaire. Donc ça va de la direction d'une unité de recherche à la responsabilité d'une plateforme technologique, au pilotage scientifique des projets de recherche, à des missions de développement et de valorisation, à des activités de communication et à des missions d'information scientifique et technique. Donc à ces différents titres, les enseignants-chercheurs de l'UPEC peuvent demander des équivalences horaires. La démarche est la même que pour les autres appels d'offres. Donc il y a un lancement. Les enseignants-chercheurs qui souhaitent candidater candidatent. Ils nous renvoient leur dossier de candidature. Cela passe en commission d'évaluation qui examine les dossiers, fait une proposition à la commission recherche, qui, si elle le souhaite, rediscute certains points peut-être parfois plus problématiques et enfin vote. Alors, dernière slide. Le calendrier, donc c'est le calendrier de l'année en cours. Évidemment, les dates peuvent changer, peuvent varier à la semaine près. Ça peut malgré tout vous donner un petit peu une idée de la structure, on va appeler ça la structure temporelle des différents appels d'offres. Appel d'offres investissement, donc début de l'année universitaire, relecture traduction au fil de l'eau. Vous pouvez encore une fois candidater quand vous le souhaitez. La première vague des BQR, début de l'année universitaire, donc septembre. La seconde vague, approximativement donc vers le mois de février. Le postdoctorat, octobre, pour une prise de fonction au 1er octobre de l'année suivante. Et enfin, le RNA Recherche vers le 17 mai. Le second appel d'offres investissement n'apparaît pas, mais je vous rappelle que c'était vers avril-mai. Voilà. Voilà, nous avons quelques petites minutes si vous avez des questions. Sinon, il est toujours possible de rejoindre la DRV et de nous contacter pour d'autres questions que vous auriez éventuellement.
Est-ce que quelqu'un a des questions? Bonjour, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Donc, j'ai voulu savoir concernant l'appel bonus qualité recherche, est-ce qu'on peut financer du personnel avec ça ou non? Vous pouvez financer des vacations uniquement. Vacations, c'est-à-dire des stagiaires? C'est ça. D'accord, ok, merci. J'ai une petite question, Monica, s'il te plaît. Oui. Oui, par rapport aux demandes de postdoc, donc en fait, les conditions d'éligibilité, il ne faut pas que le candidat soit en fait un ancien doctorant donc de l'enseignant-chercheur. En fait, il y a des cas où en fait, on participe dans le co-encadrement des postdocs, mais qui sont attachés à d'autres structures. Et dans ce cas, en fait, on n'est pas officiellement donc déclaré comme encadrant de thèse. C'est la participation donc dans un cadre collaboratif, par exemple. Est-ce que ça cause problème ou bien donc en fait on peut déposer le candidature de ce genre de dossier? Alors donc à la lettre, la règle d'éligibilité, donc je la relis, c'est que son directeur de thèse ne doit pas être membre de l'unité de recherche au sein de laquelle se déroulera le postdoc, ni d'une autre unité de recherche de l'UPEC. Donc il s'agit bien de son directeur de thèse. Ok, d'accord. Donc en fait, un co-directeur, donc il peut déposer donc la candidature. Il me semble, parce que moi, j'avais l'expérience avec cet appel à projet, il y a la règle d'après ou celle d'après, il ne faut pas avoir collaboré avec l'enseignant-chercheur dans les 3 ou les 5 années avant la candidature. Il y a une règle comme ça. D'accord. Donc il y a une règle complémentaire qui Il y a spécifie plusieurs en fait, règles, j'ai le souvenir qu'il y avait cette règle-là. C'était juste après la règle mentionnée par M. Casterman. D'accord, parfait. Ok, merci, Othmani. Je vous en prie. Donc, j'ai une question concernant l'appel à projet bonus qualité recherche, encore une fois. Donc, Oui. c'est des montants qui peuvent aller jusqu'à combien et qu'est-ce qu'on peut financer avec ça? Est-ce que c'est un vrai projet de recherche à monter? Alors non, ce sont pas des. Alors il n'y a pas de limite. La commission d'évaluation, la commission recherche n'ont pas souhaité fixer de limite, enfin de palier maximum. Évidemment, la commission recherche, si elle estime que les demandes sont trop élevées, se réserve le droit de vous soutenir, mais à un montant plus faible que la demande. Mais il n'y a pas de limite, théoriquement. Avec le bonus qualité recherche, vous ne pouvez pas financer un projet de recherche à part entière, mais vous pouvez, par exemple, dans le cadre de la préparation d'une réponse à un projet de recherche, faire une demande, je ne sais pas, j'invente par exemple, vous souhaitez réunir les partenaires possibles ou potentiels de votre projet de recherche, eh bien vous pouvez faire une demande de financement de colloque qui réunit vos partenaires potentiels et alors effectivement dans le dossier de candidature, vous pouvez argumenter en indiquant que ces réunions ou ces colloques sont préparatoires à la réponse à un appel de projet, admettons par exemple l'ANR, et là vous indiquez les objectifs du colloque avec une petite annexe financière qui est également annexée au dossier. Et vous pouvez indiquer les différents objets de dépenses, etc. Mais ça ne finance pas des projets de recherche. D'accord. Et ce n'est pas au fil de l'eau. Il me semble qu'il y a 2 appels à projets pour le BQR. Alors, le bonus BQR n'est pas au fil de l'eau. Donc là, il y a bien 2 vagues avec 2 périodes d'exécution. Le seul appel d'offres qui est au fil de l'eau et que vous pouvez nous envoyer quand vous le souhaitez, c'est l'appel d'offres traduction relecture. D'accord, merci. Je vais donner la parole à Pierre Valarcher qui lève la main. Merci beaucoup. Oui, ma question porte sur les postdocs. Vous avez indiqué que la prise de fonction du postdoc, c'est 1 an après le dépôt du dossier.
Donc la question, c'est est-ce qu'on doit avoir le nom du postdoc ou est-ce que c'est sur la thématique du postdoc qu'on est éligible, enfin élu ou pas? Donc, oui, il faut le nom du candidat, hein. Il faut un candidat, il faut connaître le candidat, il faut un candidat spécifique. Effectivement, le temps de candidature est relativement long. Le lancement se fait tôt dans le courant de l'année universitaire pour laisser le temps de monter le dossier, d'écrire les différentes pièces qui sont demandées. Et effectivement, les dossiers sont, comment dire, sont nominatifs. Donc, c'est pas seulement le poste auquel vous candidatez, c'est vraiment c'est avec un candidat, un projet. Vous pouvez avoir plusieurs candidats. Alors, vous avez très peu de chances d'avoir, étant donné qu'il n'y a que pour l'instant 4 postdocs financés par l'UPEC, vous pouvez avoir plusieurs candidats par laboratoire, même malgré, bon, voilà. L'avantage, vous aurez très peu de chances d'en avoir 2 classés premiers sur les 4 listes, par exemple, mais en ayant 2 candidats, vous pouvez, par exemple, avoir l'assurance d'avoir un candidat classé premier et un second candidat classé deuxième sur la même liste. D'accord. Est-ce que je reprends donc, est-ce qu'on peut vous soumettre une liste? Parce que par exemple, en informatique, c'est à peu près sûr qu'un an à l'avance, on n'aura jamais un engagement d'un postdoc. Oui, alors peut-être, Monica, est-ce que tu veux bien revenir une slide en arrière, s'il te plaît? Oui. Alors donc les postdoctorants, vous voyez, il y a un lancement le 12 octobre et la date des remises de projet, c'est le 11 janvier. Donc il y a quand même un certain... je ne sais pas si pour vous, Non, c'est pas. Une liste aurait été peut-être plus pertinente, c'est-à-dire qu'on vous envoie 4 noms, vous voyez, et puis ça dépile, c'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, si c'est pas le critère. Alors les dossiers que vous nous envoyez sont classés, hein, vous pouvez les classer. Mais c'est vrai que c'est pas seulement des noms, il nous faut en fait les dossiers, il nous faut vraiment les dossiers avec le projet scientifique, le CV du candidat, son parcours académique, pour permettre à la commission d'évaluation en fait de réaliser une expertise. Ok, je vous remercie. Je donne la parole à Lina Maria Penago, c'est la dernière question. Elle a levé la main depuis longtemps. Merci. Oui, je voudrais juste savoir si tous ces éléments qui concernent notamment aux requis, aux critères des sélections pour les postdoctorants et sont sur les sites de la DRV, parce qu'effectivement, on aura accès à cette présentation, mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments qui sont beaucoup plus détaillés. Oui, alors les éléments sont beaucoup plus détaillés. Chaque appel d'offres fait l'objet peu de temps avant en fait au début de l'année universitaire, on envoie au directeur de laboratoire une lettre de lancement qui est détaillée, qui comporte plusieurs pages avec les différents dossiers qui vous permettent de candidater. Donc normalement, j'espère, vous les recevez tous les ans. Parce que tous les ans, il y a également ces documents sont amendés, il y a des modifications mineures, parfois un peu plus majeures, qui sont parfois obligatoires parce que la législation change et puis ou la politique ou la volonté de l'équipe politique pour le soutien de la recherche se modifie, etc. Donc ces dossiers sont parfois modifiés. On vous les envoie normalement tous les ans et c'est votre directeur de laboratoire ou votre directrice de laboratoire qui vous les envoie. Hélas, le site de l'UPEC, à ma connaissance, n'est pas à jour. Donc là, effectivement, il faut, on va faire ce qu'il faut pour essayer de le mettre à jour avec le service qui en est responsable. Mais normalement, ces documents vous sont transmis. Alors, s'ils ne vous sont pas transmis, il suffit d'envoyer un petit mail à votre directeur de laboratoire ou votre directrice de laboratoire et il vous les transmettra. Dans ces cas-là, j'aimerais bien, si c'est possible, ajouter les EUR, hein, parce que moi, je suis project manager pour les EUR Live, et donc du coup, je ne suis pas du tout dans le même système directeur de recherche, etc. Donc, ce serait bien très important pour nous d'avoir ces informations. Merci. Effectivement. Je note votre nom et on vous transmettra ces documents également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons alors à la suivante présentation, les outils de financement de la SAT Erganeo, présentés par Yann Gérard et Florence Gombert. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Juste
Donc, je suis Yann Gérard, je suis chargé des relations académiques. Je suis présent ce matin avec Florence Gombert qui souhaitait vous passer un petit mot. Donc, je lui passe la parole. Oui, juste un tout petit mot avant que Yann ne vous présente les dispositifs Erganeo dans un premier temps et les dispositifs qui sont existants pour Erganeo et vraiment qui vous sont destinés. Donc tout d'abord, je voulais, voilà, en trois petits mots, remercier bien entendu l'UPEC, ses représentants Simon Gilbert, Anna Goichman et Monica pour l'organisation de ce webinaire qui est vraiment, je pense, voilà, une très bonne chose. Les remercier pour voilà, l'ensemble des interactions que nous avons ensemble, qui sont vraiment très dynamiques et qui, je pense, permettront voilà, d'accompagner encore plus et de porter encore plus loin vos projets. Donc, on se réjouit de pouvoir d'avoir été invité à ce webinaire. Et Yann va donc vous présenter maintenant les dispositifs Erganeo qui sont vraiment destinés à accompagner vos travaux de recherche en lien, bien entendu, extrêmement étroit et dans une fluidité totale avec la DRV. Voilà, merci à tous de votre présence. Alors, je reprends la parole. Oui, un tout petit agenda. En fait, je vais vous présenter ou vous rappeler peut-être un petit peu ce que c'est qu'Erganeo, nos principales missions, voir un petit peu le territoire que l'on couvre et puis replacer Erganeo dans l'ensemble du réseau des SAT. Et puis, vous parler principalement, et ça c'est vraiment le point vraiment clé, c'est nos programmes de maturation qui pourront vous aider. Donc voilà, donc Erganeo, Erganeo, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, on est une société d'investissement français. On est spécialisé dans les innovations de rupture et notre objectif, c'est évidemment d'investir le plus tôt possible, même très en amont dans vos projets, dans la création de vos startups ou dans le transfert technologique. Nos missions sont au nombre de 4. Bien sûr, détecter, la première chose, détecter les innovations qui sont dans vos laboratoires. La deuxième étape, c'est les protéger principalement par les brevets, les maturer, c'est-à-dire investir de l'argent dans vos projets pour faire en sorte qu'ils émergent, qu'ils se développent et qu'ils montent en TRL. Et puis, la dernière étape, évidemment, c'est le transfert technologique vers le monde économique, soit par l'intermédiaire d'une licence, soit par l'intermédiaire de la création d'une start-up. Voilà. Je préciserai que, voilà, j'apporte une mini précision. Effectivement, notre objectif, c'est vraiment de conduire voilà, les innovations qui sont issues de vos laboratoires vers le monde industriel. Donc, les 4 étapes qui sont, les 4 missions ici sont, je dirais, fondamentales, effectivement, pour conduire les inventions qui émanent de votre excellence académique vers le monde socio-économique. Erganeo, c'est une SAT, une société d'accélération de transfert de technologie. Donc, on est vraiment dédié et destiné par le biais des investissements dont nous bénéficions pour accompagner vos projets à cet effet, les protéger, les maturer, vraiment aller jusqu'à la preuve de concept pour sécuriser ensuite et faciliter le transfert vers le monde socio-économique. Alors, je poursuis très rapidement sur le territoire que l'on couvre, qui est, comme vous le voyez, assez vaste, qui va de Cergy jusqu'à Paris-Est, en passant par, évidemment, Université de Paris. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suivante. Voilà, pour juste vous présenter les 3 domaines vraiment principaux, qui sont évidemment la santé, tout ce qui peut avoir un rapport avec les télécoms, et puis tout ce qui est en rapport avec les énergies, ce qu'on appelle les Enertech. Voilà, très rapidement. On a quand même, du coup, compte tenu du périmètre qui est couvert par Erganeo, voilà, finalement, tous les domaines scientifiques et toutes les disciplines font partie effectivement des disciplines scientifiques sur lesquelles nous travaillons, avec effectivement un léger focus sur la biotech, l'infotech et l'enertech, compte tenu des thématiques de recherche du territoire.
Et on est vraiment, voilà, on n'est pas focalisé sur un domaine scientifique, on couvre tous les domaines scientifiques de nos établissements. Peut-être le slide juste suivant, Monica. Oui, donc un petit point, un petit rappel peut-être sur le transfert et puis les équipes dédiées à ce transfert au sein d'Erganeo. Là aussi, je pense que le schéma, vous le connaissez tous. Donc, on part des laboratoires, on part de l'invention, et puis petit à petit, on protège, on mature. Donc, comme le disait Florence, on mature la technologie en investissant dedans. Et puis vient le temps du transfert, soit par la licence, soit par la création d'une start-up. Donc, pour réaliser, si vous voulez, l'ensemble de ces tâches, en fait, on a différents services. Un service de propriété intellectuelle qui vous aide à analyser la brevetabilité de vos projets et à vous assister en fait dans toutes les procédures et à vous accompagner dans toutes les procédures euh, pour déposer les brevets. Un service qui analyse l'ensemble des brevets en maturation et qui est assisté aussi du service de la Startup Factory, qui aide à la création, qui va vous aider sur tous les différents aspects de la création, de la rédaction du business plan, de trouver vos premiers clients, sur vos aspects marketing et aussi sur vos aspects financiers. Et puis enfin, un service de transfert, donc un service commercial qui est là pour faciliter le transfert, pour co-maturer éventuellement des projets avec des industriels. Voilà en gros l'ensemble des services. Donc voilà le cœur un peu de notre dispositif. Donc nous avons Erganeo a 2 programmes de maturation qui sont déclenchables à tout moment et tout au long de l'année sur toutes les thématiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle Génération pays, dont l'objectif est de générer de la propriété intellectuelle ou de renforcer un brevet existant. Comme vous le voyez, les financements sont de 50 000 € sur un projet d'1 an. Et on a un deuxième projet pour des projets qui sont un deuxième programme, pardon, sur des projets qui sont un peu plus matures, qui sont liés donc à la création de start-up. Là, nous avons toute une équipe pour vous aider, vous accompagner sur tous les aspects de la création de start-up et pour réaliser une preuve de concept, un prototype, etc. Là, vous le voyez, les financements sont bien plus importants. Ils peuvent atteindre 500 000 €. Et enfin, évidemment, un service, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, un service qui comature en fait vos projets avec des industriels dans le cadre voilà, d'une licence. Encore une fois, ces dossiers sont à retirer sur notre site internet ou sont à demander à Monica ou à nous si vous nous envoyez un mail. Mais Monica les a. Ils sont déclenchables encore une fois tout au long de l'année, ça on le répète, tout au long de l'année et sur toutes les thématiques, quoi. J'apporte juste une petite précision sur la comaturation. L'idée, c'est que effectivement, Erganeo, du coup, comme Yann vous l'a expliqué, dispose de toute une équipe de commercial qui est vraiment en grande proximité avec le monde industriel, donc qui est vraiment dédié et destiné à identifier les grands axes stratégiques de la recherche, à identifier les besoins aussi que peuvent avoir les industriels en termes de développement, en termes de recherche. Donc l'idée pour nous, c'est de vous redescendre aussi également tous ces besoins industriels qui sont identifiés par nos collaborateurs. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut mettre en place donc le troisième type de maturation, troisième type d'investissement qui est la comaturation, où on va avoir un investissement à la fois de la part d'un industriel et d'Erganeo en même temps sur un projet, ce qui va permettre effectivement de le dérisquer et d'assurer un petit peu le transfert avec déjà un industriel qui est impliqué et fortement intéressé par une techno, une innovation et qui est prêt à co-investir un petit peu plus tôt que prévu. Donc, c'est vraiment un troisième type d'investissement qu'on essaie de développer le plus possible en complément donc, des 2 autres types d'investissements qui ont été présentés par Yann, Génération pays et Deep Tech. Voilà, une petite précision. Merci Yann.
Je vais poursuivre par le slide d'après qui doit présenter le continuum de financement. L'idée, c'est vraiment de bien comprendre que tous ces financements, les financements qu'on propose, s'inscrivent dans un continuum afin d'assurer, en fait, si vous voulez, une continuité de financement sur tout votre projet jusqu'à la sortie par une startup, par exemple. Voilà. Voilà, donc vous pouvez, voilà, on va passer au slide suivant qui résume vraiment le mot ou le message qu'on veut vous faire passer, c'est que voilà, on a deux programmes de maturation, un pour faire des brevets, un autre pour faire des startups. Cette analyse, elle est disponible tout au long de l'année, euh, sur toutes les thématiques. Et si vous voulez, à côté de cette analyse annuelle, en fait, on propose 4 appels à manifestation d'intérêt par an, avec une alternance sur les thématiques de la santé et de la thématique de la hors-santé. Par exemple, nous venons de clôturer un appel à manifestation d'intérêt sur la santé des enfants et des nouveau-nés, et nous allons lancer aujourd'hui un appel sur la thématique de la cybersécurité. Je pense que vous recevrez cet après-midi, je pense, la présentation de cet appel. Voilà. Voilà. Et puis, donc voilà aussi le visuel en fait que l'on a mis en place, en fait, l'Open Call Erganeo, pour vous rappeler que tout au long de l'année, nous analysons l'ensemble de vos dossiers et que nous sommes là pour investir dedans. Voilà. Peut-être juste un schéma type pour un petit peu, là aussi, rappeler un petit peu où on se place et pour rappeler effectivement qu'il y a un vrai continuum en fait entre des projets qui partent d'un laboratoire et qui arrivent jusqu'au marché. Erganeo se positionne donc après ce qu'on pourra appeler les projets ANR ou H2020, après la prématuration qui est réalisée par les établissements. Que les montants voilà, peuvent être importants, hein, je vous les rappelle, ça peut être 500 000 euros, et que Erganeo, voilà, voilà un peu le schéma. Voilà, ben je crois que Monica, c'était... je vais terminer alors par la présentation de l'exemple, d'un exemple en fait de valorisation qu'on a réalisé, l'histoire que vous compreniez peut-être bien que finalement tout cela n'est pas forcément si compliqué que ça. Donc j'ai pris une société qu'on a créée qui s'appelle Orescence, en fait, qui fait voilà, des différents conceptions de colorants. Voilà, on peut juste. L'idée, c'était de voir le schéma d'après, un petit peu, Monica. Donc, vous voyez, c'était juste l'idée, c'était de voir qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis la découverte de la technologie jusqu'à la création de la start-up. Erganeo a investi de l'argent dedans. L'objectif était de financer des ingénieurs de recherche, du matériel, de développer la technologie. Puis en 2019, on a réinvesti dans le projet avec justement l'appel d'offres maturation Deep Tech jusqu'à 485 000 euros. Donc vous voyez, les sommes sont assez importantes. Là aussi, l'idée, c'est de maturer la technologie, de prendre de prendre des postdocs et d'avoir un POC laboratoire. Tout au long de ce dispositif, des brevets ont été déposés. Les chercheurs, comme ils avaient dans l'idée de créer leur start-up, ils ont été formés au marketing de l'innovation par Deep Tech Founder, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont passé le concours scientifique. Une licence a été générée pour leur donner l'exclusivité de la technologie. Et puis, nous les avons aidés après cette année à déposer des dossiers pour la bourse French Tech et ils ont été présélectionnés pour l'instant pour le concours eLab. Et après, on essaye, voilà, essaye de leur retrouver des fonds d'investissement plus importants pour développer encore plus leur technologie et arriver sur le marché. Voilà en gros l'exemple qu'on voulait vous donner et on voulait l'illustrer par un schéma un peu simple, mais qui
qui, à mon avis, peut illustrer de façon voilà, le départ d'un laboratoire jusqu'à la création d'une startup. Voilà, ça se termine mon exposé. Je crois qu'on a été un peu long, Monica, et je crois que On va donner peut-être une ou deux questions, un espace de une ou deux questions, si quelqu'un veut poser des questions à Erganeo. Moi, si je puis juste me permettre, il y a une question dans le chat concernant la notion de TRL. Peut-être, Yann, tu peux... J'ai fait une petite réponse rapide, mais peut-être tu peux un peu préciser. Oui, c'est une échelle de niveau technologique qui a été mise en place dans les années, je crois, 60 ou 70 par la NASA et qui a été finalement développée par tout le monde. C'est une échelle d'un niveau technologique. Alors, quand vous êtes dans un projet de recherche laboratoire, ben, vous êtes à un TRL 1. Et puis, quand vous avez un produit totalement industrialisable, ben, vous avez un TRL 9. Voilà. TRL, ça veut dire, je ne sais plus quoi, technologie readiness level. Voilà, c'est ça. Yes. L'idée Donc, il y a vraiment une échelle qui est définie et qui définit exactement les stades d'avancement de la recherche vers la mise sur le marché. Et cette échelle est calculée de 1 à 9. Et l'objectif d'Erganeo, c'est de faire gagner justement au niveau de TRL, puisque comme vous l'aurez compris, notre mission, c'est d'accompagner vos projets pour les conduire jusqu'au transfert. Donc, aller sur le marché et augmenter ce niveau de TRL des projets qui émanent de vos laboratoires pour les conduire progressivement jusqu'au marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Erganeo? Oui, s'il n'y en a pas d'autres. Oui. Alors, moi, ma question, c'est... Est-ce que vous pouvez dire votre nom, s'il vous plaît? Oui, Louis Delménian, désolé, Louis Delménian, je suis en informatique. Et en fait, dans un certain nombre de domaines auxquels je participe, le modèle est plutôt un modèle autour des logiciels libres, dans lesquels on produit un logiciel qui n'est pas spécialement breveté au sens classique du terme, mais où ensuite le modèle économique est plutôt autour des services liés au logiciel. Et du coup, je ne sais pas comment ça s'intègre dans ce que vous pouvez apporter. Parce que typiquement, ce genre de logiciel ont besoin d'ingénieurs de recherche au départ pour lancer la première version du logiciel, etc. Et puis l'arrivée au niveau industriel, ça va vraiment être le service autour du logiciel et pas le logiciel lui-même qui est en fait gratuit. Donc, comment... Ouais. Alors déjà, là où on peut vous aider, c'est d'abord à déjà essayer de protéger un petit peu votre logiciel. Je suis effectivement d'accord avec ce que vous disiez. En fait, breveter un logiciel peut être compliqué, même si ça se fait. L'idée, c'est malgré tout d'essayer d'abord de faire des dépôts à l'APP pour le protéger, pour que vous ayez quand même une authenticité qu'il vous appartient. Et puis après, l'ensemble de nos services, en fait, des analystes, peut vous aider à trouver des débouchés industriels sur ce type de... sur votre technologie, en fait. D'accord, ok. Merci. Je donne la parole à Alice Otmani, qui lève la main. Merci. Donc, j'ai une question. En fait, si on a publié une partie des résultats scientifiques, est-ce qu'on peut quand même breveter l'approche ou non? Malheureusement, non. C'est un message effectivement qu'on n'a pas refait passer là. Il est indispensable effectivement que vous puissiez nous solliciter ou solliciter la DRV en amont des publications pour que nous puissions évaluer au préalable la brevetabilité. Parce qu'une fois que c'est divulgué par le biais d'une publication ou d'une communication, malheureusement, on ne peut plus protéger. Cela s'étudie, donc effectivement, vraiment ne pas hésiter à solliciter vos services de DRV qui sont à votre disposition et puis qui aviseront effectivement de la manière dont nous on peut interagir ensuite. Avant, si vous avez un doute sur un projet qui est peut-être brevetable parce qu'il est innovant, nouveau et qu'il y a un marché potentiel que vous avez identifié. Il faut que vous ayez cela effectivement en tête. Nous, on est là pour vous accompagner là-dessus, mais en revanche, on peut déposer un brevet très rapidement, ce qui ne vous empêchera pas de publier.
déposer un brevet n'empêche aucunement de publier ensuite. Malheureusement, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, un message, c'est vrai qu'on n'a pas forcément refait passer ici, c'est n'hésitez pas à solliciter les services en place qui vous accompagneront là-dedans et ça ne vous empêchera pas de publier ensuite. Par contre, on aura protégé, du coup derrière, vous pourrez avoir accès à plein d'autres choses en fait. D'accord, mais normalement, un brevet, ça prend au moins 1 an, voire un peu plus pour que ça soit publié, c'est ça? Oui, mais on peut commencer les démarches et ne pas limiter les publications ensuite. D'accord, ok, merci. Donc nous, on est là vraiment à votre service pour avec la DRV, j'entends, pour vous accompagner sur toutes ces questions-là. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez, DRV, voilà, les moindres questions à ce propos. D'accord, ok, merci. On va avancer parce que le temps avance aussi. Donc, je vais vous présenter l'accompagnement que vous offre le pôle transfert innovation de l'UPEC. Nous sommes en train de mettre en place ce nouveau service. Le pôle a été lancé à partir de janvier 2021. Donc, il est très récent, 3 mois. Mais nous pouvons déjà vous offrir plusieurs choses. On offre de la formation. On accompagne les conventions et le dépôt administratif de dossiers qui concernent la recherche et les appels d'offres. Alors, ça se fait au sein de la DRV. Il y a toujours le pôle ingénierie de projet qui vous accompagne avec un ingénieur de projet qui est situé par laboratoire. Et on fait ça en binôme. Donc, on vous accompagne dans le dépôt d'appels d'offres et dans les estimations financières. Nous sommes aussi là pour vous donner un avis sur de la propriété intellectuelle et la protection de vos inventions. Nous pouvons faire aussi référence aux ingénieurs de projet qui travaillent en binôme avec nous pour trouver des partenaires, pour trouver des appels d'offres ou des financements et pour accompagner in fine la maturation de vos projets. Notre idée, c'est pouvoir vous accompagner depuis le moment que vous avez l'idée, justement pour éviter qu'il y ait des pertes de potentiel de propriété intellectuelle, parce qu'il y a une divulgation, une diffusion d'informations qui n'est pas faite dans les conditions nécessaires pour qu'elle soit protégée. Et c'est pour ça qu'on travaille ce qu'on appelle au cœur des labos. On a démarré une activité de déplacement vers les labos pour pouvoir comprendre les besoins et pour pouvoir détecter. Et ce que l'on a vu, c'est qu'il y avait besoin de pouvoir avoir une centralisation des demandes que vous avez en tant que chercheur et chercheuse et pour les laboratoires. Et puis ensuite, vous accompagnez dans la prospection, l'expertise et la propriété intellectuelle, les détections et identifier les projets, la création de conventions et négociations et signatures, et l'analyse pour la future maturation de votre recherche. Nous avons créé finalement un formulaire qui se remplit entre 5 et 10 minutes, mais avec 4 données importantes. Et ce formulaire vous permettra de faire votre demande auprès de nos services pour, lorsque vous souhaiterez un accompagnement pour valoriser votre recherche. Quel qu'il soit, nous sommes là pour vous, justement, pour vous donner un avis ponctuel sur vos demandes et vos démarches à suivre. Nous avons besoin de 4 données importantes, l'information du porteur, l'information du projet, l'information du partenaire potentiel, si vous l'avez, et ensuite les dates, si vous avez des deadlines sur les appels d'offres. Lorsque je vais vous envoyer les mémoires de cette présentation, vous pourrez faire clic sur ce lien ou ici, et vous aurez directement l'accès au formulaire qui est fait en Microsoft Forms pour que vous puissiez avoir l'accompagnement personnalisé de notre service du pôle transfert et innovation.
Je vous remercie énormément d'avoir participé à cet événement. Nous vous invitons également au prochain café qui comportera la thématique des pôles de compétitivité et quel accompagnement vous pouvez avoir pour vos projets de recherche. Et nous aurons comme invité spécial Medicen. Ce sera le 20 mai 2021 à 9h30 et nous vous invitons à le mettre dans vos agendas. D'accord. Alors, je vous remercie énormément de votre temps, de votre disponibilité. Nous vous invitons vraiment à vous mettre en contact en amont avec les services que vous offre la DRV, les services que vous offre l'UPEC en global, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt de pouvoir être avec vous et vous accompagner dans vos demandes et dans votre parcours en tant que chercheur. Merci beaucoup pour cette séance et nous vous attendons nombreux pour la prochaine fois. Je laisse la parole à Anna Goichman. Merci Monica. Oui, je voulais te remercier. Bravo. Je trouve que ce premier webinaire, voilà, a été, je pense, a été intéressant. En tout cas, votre présence et vos questions nous encouragent à continuer. Merci à la Saterganeo, Yann et Florence, de votre présence. Je pense que c'est vraiment intéressant. Voilà, qu'on puisse prévoir des moments où on peut répondre, voilà, se compléter. Et surtout, on est vraiment là, enfin, il faut continuer le contact. On est à votre service. N'hésitez pas à nous écrire. Vous avez l'adresse générique de la direction de la recherche à l'écran. On est à votre disposition, sur Teams également. Voilà, donc vraiment l'idée, c'est qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis voilà, si ce n'est pas nous directement, on aiguille. Un grand merci, très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.